Libre Santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio. Bonjour au docteur Jacques-Michel Lacroix qui est à mes côtés. Nouvelle émission Libre Santé. Bonjour Lionel et bonjour tout le monde. Nous allons parler d'un sujet qui est presque comme le mal de dos en ce moment. Qui se plaint pas du mal de dos et qui ne se plaint pas des troubles du sommeil. Alors, moi, j'ai fait une petite comparaison. Et souvent, enfin, ça marche à chaque fois. Les troubles du soleil, je les associe avec la lune. C'est possible, oui. Oui. Moi, ça tombe un pile à chaque fois. Hein. Oui, puis on a des périodes, c'est cyclique, hein, on dort bien, on dort moins bien, c'est cyclique, et ça peut peut-être correspondre à des cycles lunaires, oui. La Lune a une influence sur la Terre. Oui, donc pourquoi elle n'aurait pas une absolument. influence sur certaines personnes, peut-être pas toutes, mais pour le sommeil, pour les enfants même. Ah oui, non, mais les facteurs cosmiques auxquels on est soumis réagissent, comme les orages solaires, des choses comme ça. On ne sait absolument pas ce que ça donne. Et pourtant, ça existe. Et c'est pas les orages solaires. Il y en a eu beaucoup le mois dernier. Il y a même eu des aurores boréales visibles en France. Incroyable. Alors, est-ce que ça a une action sur notre vie ? Moi, je le pense. Voilà, tant qu'il n'y a pas de symptômes évidents, on dit que non, mais on ne sait pas, en fait. Mais le fait de mal dormir, c'est une plainte qui est souvent exprimée. Alors, il y a plusieurs manières de mal dormir. Il y a ceux qui se plaignent de troubles, de difficultés d'endormissement. Il y a ceux qui se plaignent d'un sommeil agité, de réveil au milieu de la nuit. Bon, et puis après, il y a les crises de somnambulisme, ça c'est beaucoup plus rare, et ça touche principalement les enfants, et ça disparaît à la puberté en général. Et puis la narcolepsie, dont on ne parlera pas là, mais qui est une maladie rare, qui consiste en une incapacité à se maintenir éveillé plus d'une heure. Oui, ça dit donc. Donc les gens s'endorment au bout d'une heure, ils s'endorment. Alors par contre, il y a autre chose qui peut provoquer ça, et on en parlera tout à l'heure. Alors d'abord, il y a les difficultés d'endormissement. Alors ces difficultés ont des causes diverses. Hein. C'est généralement lié à du stress, à des problèmes qu'on peut avoir d'origine sociale, familiale, professionnelle ou autre. Hein. Ou un changement d'habitude dans les modalités d'endormissement, parce que quand on change de lieu, quand on change de lit, quand on change d'horaire. Alors, il faut savoir que pour se mettre dans les meilleures conditions d'endormissement, il faut éviter les exercices musculaires le soir. Donc, si vous devez faire du sport, faites-le plutôt le matin. Donc, il faut éviter l'exercice musculaire le soir. Il faut éviter les repas trop riches, bien sûr, en viande ou en fromage fermenté. Et puis, bien sûr, les excitants, le thé ou le café après 16 heures. Alors, il y a des gens chez qui ça ne fait rien, mais d'autres chez qui ça gêne l'endormissement. Après, le soir, il faut essayer d'avoir une activité qui décontracte. Et lorsqu'on sent venir l'endormissement, il faut aller se coucher. Il ne faut pas lutter contre. Parce que, enfin, quelquefois, on est obligé. Hein. Mais si on lutte contre... Ceux qui travaillent la nuit. Oui, par exemple. Oui. Si on lutte contre, il va falloir attendre un nouveau cycle d'endormissement. Parce qu'il faut savoir que si on s'endort maintenant, on lutte contre, ça va durer 10 minutes, l'endormissement, et puis après, on ne va plus être endormi. Mais la prochaine période à laquelle on pourra s'endormir facilement, c'est à peu près 1h15, 1h30. Il faut attendre un cycle de nouvel endormissement pour pouvoir s'endormir calmement. Alors on peut avoir aussi recours à des tisanes, des extraits de plantes, comme on en a parlé dans la dernière émission, tout comme l'aubépine. Il y a aussi la passiflore, la valériane, qu'on trouve facilement dans les magasins. Ça, c'est sans danger, ça peut favoriser l'endormissement. Mais... Vous n'avez pas en parler, il y a la masse aussi. Oui, et si le trouble persiste, il vaut mieux consulter à ce moment-là son médecin qui peut donner des produits plus actifs. Vous avez dit pas d'exercice musculaire ? Pas trop, non. Le soir. Alors, oui, non. Alors, oui. Ah, ça y est. Non, mais il y a des exercices musculaires qui décontractent.
Mais je veux dire, si vous voulez faire du vélo ou Ah oui, le oui, truc, oui. faites-le. Non, mais moi je parlais, on va se coucher, on est dans la chambre, donc il peut y avoir de l'exercice musculaire. Oui. Mais ça c'est plutôt décontractant. C'est décontractant. Oui, je Bon. pense. Je retiens. Retenez tout le monde. Voilà. Alors, à côté de ces troubles d'endormissement, il y a les réveils en pleine nuit, avec une difficulté à se rendormir. En général, c'est dû à de l'anxiété ou parfois un état dépressif sous-jacent. Et ça n'est qu'en traitant la cause qu'on pourra retrouver un bon sommeil. Souvent, ou alors aussi lorsqu'il y a une grosse fatigue. C'est-à-dire que le sujet s'endort, il fait un cycle de sommeil qui dure à peu près 1h30, puis il se réveille et puis il ne peut plus se rendormir. Ou alors il faut qu'il attende un autre cycle de sommeil. Alors dans ce cas, plutôt que rester au lit et s'endormir, il vaut mieux se lever, prendre un bouquin ou allumer la télé, boire une tisane si on aime ça, et puis essayer d'attendre... 2 litres de rouge. Oui, peut-être. Essayer d'attendre une nouvelle période d'endormissement, et à ce moment-là, il ne faut pas lutter contre, il faut aller au lit. Bon, alors ça, c'était les principaux trucs, mais il y a aussi des troubles d'origine neuropsychique. À côté, je veux dire, de ces troubles qui sont neuropsychiques, il y en a qui sont d'origine neurologique et qui peuvent entraîner des troubles graves. Il y a les jambes sans repos, qu'on appelle. C'est un besoin impérieux de bouger ses jambes. Le soir, la nuit, ça nuit à l'endormissement, ça perturbe le sommeil. Il faut en parler au médecin parce qu'il y a des traitements pour ça. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les apnées du sommeil. Alors ça, c'est très important, surtout chez les gens qui ont tendance à ronfler. Là, c'est le conjoint qui peut s'en apercevoir. Il ronfle, le sujet ronfle de plus en plus fort, tout d'un coup, s'arrête. Et il ne respire plus. Pendant un temps qui peut durer 20-30 secondes, et puis il se remet à respirer. Alors, ça fatigue le cœur. Hein. Alors ça fatigue beaucoup, parce que pendant que le sujet ne respire plus, le cœur se charge, le sang se vide en oxygène, se charge de gaz carbonique, et donc crée un état de fatigue chronique, permanent, à tel point que ceux qui souffrent d'apnée du sommeil, c'est surtout parmi les personnes de plus de 50 ans quand même, et ceux qui sont un peu obèses. Mais ça peut arriver chez les autres. Il y a un relâchement des muscles du pharynx, l'obstruction de la gorge par la langue, ça crée un ronflement et les arrêts respiratoires au bout d'un petit moment. Alors, ça crée donc une désoxygénation du sang, puisque le sujet ne respire plus pendant ce temps-là, un apport en gaz carbonique, le sang se charge de gaz carbonique, et quand le sujet va se réveiller le matin, il sera fatigué. Il sera fatigué parce qu'il a trop de gaz carbonique dans le sang. Et un des symptômes qui fait alerter la personne et qui l'a fait consulter souvent, c'est de dire par exemple, j'étais arrêté au feu rouge, je me suis endormi. C'est-à-dire des endormissements qui arrivent sans cause. Sans cause parce que le sang est gorgé de gaz carbonique et donc favorise l'endormissement. Et puis ça peut, évidemment, ça peut avoir des conséquences cardiovasculaires. Alors, il consulte la personne, le médecin s'en rendra compte par l'interrogatoire chez un sujet qui va consulter pour une fatigue permanente ou des endormissements anormaux, enfin dans la journée. Alors, ça se détecte facilement. Il faut aller dans un centre particulier, spécial. On vous équipe. On vous équipe. Vous dormez avec cet équipement et ensuite on analyse les données du sommeil. Et là, on peut se rendre compte qu'il y a des apnées ou pas. Et s'il y a des apnées, on peut les traiter. C'est pas très agréable, mais c'est très efficace. C'est pas très agréable parce que ça oblige à dormir avec un appareil. Masque, un appareil. Voilà. Mais qui vous insuffle de l'air sous pression un peu. Ouais. J'ai ça dans mon entourage. Voilà. Apparemment, c'est efficace. Ah oui, c'est efficace. Oui, les gens se disent ça a changé ma vie. Je suis plus autant fatigué. Quoi.
Voilà, donc ces troubles du sommeil, ça recouvre un ensemble de pathologies qui ne se limitent pas uniquement aux difficultés d'endormissement ou de réveil en pleine nocturne. Et il faut savoir aussi que si on en a la possibilité, et surtout si on a un sommeil qui est perturbé, ben une petite sieste d'une demi-heure, c'est pas mal. Ah oui. Si on peut le faire, évidemment. Mais moi, je pense aussi quand même que c'est bien de consulter. Ah oui, oui. Ne serait-ce que pour éliminer une pathologie, voilà, ou pour donner des remèdes qui vont favoriser le sommeil. Bien, nous allons faire notre première pause et on se retrouve dans quelques minutes. Nous allons parler de voyage. Donc, nous poursuivons notre émission Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Nous avons parlé des troubles du sommeil, mais comme l'été va être bientôt là, eh bien, nous allons parler de voyage. C'est le moment propice où on se déplace, seul ou en famille. Et oui, alors on va parler de ça, puis de quelques précautions à prendre l'été. Mais les vacances, c'est souvent le temps des voyages, oui. En France ou à l'étranger. Bon. Donc, avant de partir, déjà, vérifiez vos vaccinations, savoir si elles sont à jour. Alors, quand je dis vaccination, je ne parle pas de celle du Covid et tout, dont on n'a pas besoin, mais de tétanos, diphtérie, voilà. Ça, c'est indispensable. Et puis, il y a aussi certains pays qui obligent à être vaccinés. En Afrique. En Afrique, particulièrement, contre la fièvre jaune. Bon. Ben, c'est pas un mal, si on n'est pas vacciné, il faut le faire. Sinon, vous ne rentrez pas dans le pays. Bon. Alors, ça, c'est la première des choses à faire, savoir si on est à jour. Ensuite, il faut penser à emporter certaines choses. Par exemple, des crèmes, pas des crèmes, ou des aérosols à se mettre sur la peau pour éviter les moustiques. Parce que les moustiques sont propagateurs de certaines maladies, surtout en dehors de la France, en France aussi, avec les moustiques. Et déjà, ils sévissent. Oui. Oui. Et ça peut propager la dengue, ça peut propager le virus du Zika, qui est surtout dangereux pour les femmes enceintes, mais surtout la dengue et le chikungunya. Donc si on doit aller en zone impaludée aussi, où sévit le paludisme, il faut penser à prendre un traitement adapté. J'ai toujours pensé que le moustique n'était pas bon pour l'être humain, qu'on soit dans un pays étranger ou même en France, suivant où on est, bien évidemment, mais il va piquer une personne, il prend du sang, il va en piquer une autre à côté. Il lui transmet le virus. Moi, j'ai toujours été méfiant. Bien sûr. C'est comme ça que... C'est parce que un moustique, quand il naît, il n'a pas... Et s'il vient vous piquer en premier, vous risquez pas grand-chose, à part que ça va vous démanger. Mais s'il a piqué avant une personne qui a la dengue ou le chikungunya, il va vous injecter la dengue ou le chikungunya. Et ça, j'ai pas l'impression que les gens pensent beaucoup à ça. Ah si, c'est sérieux. Hein. Alors, et la maladie la plus grave, c'est quand même le paludisme. Et c'est comme ça que ça se transmet. Je ne sais pas si on a des cas de paludisme. En France, quasiment pas, non. C'est rarissime. Mais à l'étranger, en particulier en Afrique, oui. Alors pour savoir s'il faut prendre une protection, la protection c'est à base de traitement qu'on prend la veille du départ et qu'on poursuit en général 15 jours ou 3 semaines après le retour. Pour ça, il faut se renseigner auprès de Santé Voyage, c'est un service du CHU de Bordeaux. Vous tapez Santé Voyage sur Internet, vous allez trouver le numéro de téléphone. Voilà, alors ça, c'était pour les précautions à prendre avant. Après, si c'est un voyage en avion, problème des voyages en avion, surtout en classe touriste, qui sont moins confortables que les classes affaires ou les premières classes, mais elles sont aussi nettement moins chères, c'est qu'on est un peu serré, qu'on ne bouge pas beaucoup, et que si on fait un voyage de 8 heures, et si vous ne vous levez pas un peu de temps en temps pour faire circuler le sang qui est dans vos jambes, vous risquez de faire une phlébite à l'arrivée. Donc, il y a un conseil à donner lorsqu'on doit prendre l'avion pour un certain nombre d'heures, c'est de mettre d'abord de déambuler de temps en temps en cabine, toutes
toutes les heures, toutes les 2 heures, aller faire quelques pas dans le couloir. Ensuite, porter des bas de contention pour comprimer les veines qui sont superficielles et qui peuvent être génératrices de caillots et donc de phlébite. Donc, bas de contention. Si vous le supportez bien, prenez un peu d'aspirine pour fluidifier le sang. Et puis, surtout, faites quelques pas de temps en temps. Dans les grands trajets en voiture, c'est un peu pareil. Et il faut faire à peu près la même chose. Toutes les 2 heures, on dit... Ouais, bon, ça dépend des gens. Mais en voiture, on peut bouger les jambes plus facilement qu'en avion, en général, quand même. Mais il faut savoir ne pas lutter contre le sommeil en voiture. Surtout pas. Parce que sinon, vous allez vous endormir sans vous en rendre compte. Et donc, foncez dans la voiture qui arrive en face. Ou contre le platane. Donc, si vous sentez que vous commencez à être fatigué, premier arrêt venu, vous vous arrêtez, vous faites un arrêt d'1 demi-heure, c'est dormir un peu, et vous repartez. Mais surtout pas lutter contre le sommeil en voiture, c'est comme ça qu'arrivent les accidents la plupart du temps. Bon, après, dans les voyages, qu'est-ce qu'il peut y avoir de désagréable ? Il y a le changement d'alimentation qui peut donner la tourista, c'est-à-dire de la diarrhée. Donc, si vous partez dans les pays, surtout où l'alimentation n'est pas toujours d'une hygiène irréprochable, il faut emporter du charbon à prendre. Dès qu'on sent que ça gargouille un peu, prenez du charbon. Il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez en prendre sans problème. Il y a 2 remèdes homéopathiques qu'on peut prendre aussi en cas de diarrhée importante. C'est arsenicum album en 5CH et veratrum album en 5CH. 3 granules, par exemple, 4 ou 5 fois par jour, au début des troubles. Et puis si ça persiste, à ce moment-là, il faut consulter un médecin. Bon, enfin, dernier conseil, un dernier produit à emporter, c'est des granules d'arnica. Parce qu'en cas de traumatisme, de chute ou autre, ça ne va pas vous remettre un os en place si vous êtes cassé, mais ça va limiter quand même nettement le traumatisme. Ou en cas d'entorse aussi, il faut en prendre. Et puis emporter, si vous êtes sensible aux allergies, un anti-allergique que vous avez déjà pris, que vous pouvez avoir chez vous. Moi, j'aurais tendance à dire aussi, attention sur les pays où vous allez. Certains pays, on est moins concernés, mais attention au sucre. Oui. Parce qu'on se laisse aller, par expérience, on se laisse aller sur des pâtisseries bien sucrées. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, et au retour, on a quelques surprises. Voilà, alors tout ça, bon, si ça va pas, il faut consulter, puis il faut se souvenir aussi que avec les contrats d'assurance auto, ou même avec les cartes de crédit, vous avez sans doute souscrit, sans le savoir, un contrat d'assistance qui vous permet d'être rapatrié si vous êtes en mauvaise santé. Hein. Moi, j'ai rapatrié plusieurs dizaines de gens comme ça, qui avaient fait appel à l'assistance de leur carte de crédit. C'est bien parce que ils sont traités sur place un peu, mais après, quelquefois les conditions de traitement ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc voilà, pour faire ce qu'il faut faire si vous devez voyager. Et puis, il y a quand même, avant de terminer l'émission, on peut dire quelques conseils plus généraux. D'abord, savoir que la chaleur, ça fait suer. Donc, il faut penser à boire, surtout si on a fait des exercices physiques. Il ne faut pas hésiter de boire beaucoup. Il faut se souvenir aussi que la baignade, qui est quand même... Pas n'importe quelle eau. De l'eau propre, quoi. Oui, mais un peu dans les pays d'Afrique, par exemple. Ah oui, non, de l'eau bouchée, là. Il faut qu'elle soit bouchée. Il faut pas qu'on parlait de voyage. Ouais. Il ne faut pas qu'on vous l'amène décachetée sur la table, parce que ça se trouve, c'est l'eau du robinet qu'on a mis dedans. J'ai connu ça. Eh oui. Et en France, pas à l'étranger. Eh oui, bien sûr. Bon, en France, l'eau du robinet, en général, elle ne pose pas de problème. Elle peut avoir goût de chlore, mais c'est tout, quoi. Mais... Bon, après, il faut rappeler aussi que après une exposition au soleil, un bain de soleil, il ne faut pas aller se jeter dans l'eau comme ça. C'est comme ça qu'on peut faire un arrêt cardiaque. Donc, il faut, même chez des gens qui sont apparemment en bonne santé. Donc, on va dans l'eau jusqu'aux genoux, on s'asperge un peu, et après, on peut se jeter dans l'eau. Mais il faut donner le temps au corps
de réagir, c'est-à-dire réagir en fermant certains vaisseaux, en ouvrant d'autres, de façon à ce que le cœur ne se trouve pas tout d'un coup devant un bloc sanguin. Bon, après, il faut faire gaffe, mais ça on l'a déjà dit dans d'autres émissions, aux ultraviolets qui peuvent donner des... Et ne pas... En ce moment... En ce moment, pas trop gêné par ça. C'est pas gênant. Ce qui pourrait être gênant, c'est l'eau qui est pas très chaude. Et voilà, avoir ça. un rafraîchissement. Ah, ça c'est mon téléphone que j'ai oublié de couper. Il faut savoir aussi que l'été est souvent générateur de mycoses, qu'elles soient cutanées ou génitales, parce que ça se développe sur un terrain chaud et humide. Et que dans les piscines ou les plages sont souvent des lieux de contamination. Et les piscines aussi, avec l'eau qui stagne sur le carrelage, peuvent être souvent responsables de verrues plantaires. Parce qu'il y a des virus qui traînent là. Et voilà, alors donc si on a des vêtements humides, il ne faut pas les conserver longtemps sur soi, il faut se changer et ne pas hésiter à s'éponger, à s'essuyer, et tout devrait bien se passer. Quand l'été sera là. Quand l'été sera là, oui. Bon. Aujourd'hui, on ne va pas se plaindre, mais enfin, c'est pas quand même le grand top. Mais moi, je pense que c'est mon idée. On va peut-être se plaindre en juillet et août de la chaleur. Tout ça, ça va se décaler. En septembre, on aura peut-être très chaud. Peut-être, je dis bien, parce que je ne veux pas faire de pronostic. Mais moi, j'ai connu des mois de juin très froid. Bon, certains savent que j'ai piloté un bateau-restaurant sur la Dordogne. Je me suis vu, moi, me couvrir comme en hiver. Bonnet, parka, les gants, un froid de canard avec un vent glacial. Voilà, donc c'est pas non plus exceptionnel. Non, c'est par cycle que le climat se modifie. Complètement. Merci au docteur Jacques-Michel Lacroix d'être venu là. Et puis on va souhaiter bonnes vacances. Voilà, on se reverra à la rentrée. Voilà, on va souhaiter bonnes vacances, puisqu'en juillet et août, nous allons voyager par là, à droite, à gauche. Et on se retrouvera dès la 1er septembre pour la première émission de rentrée de Libre Santé. Merci à Jean-Yves. Non, c'est pas grave. Merci à Jean-Yves d'avoir été à la technique et à la vidéo. Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio.